Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Cessez-le-feu fragile au Soudan. Cette trêve de 72 heures conclue entre l'armée régulière et les paramilitaires sous médiation américaine n'est que partiellement respectée. Les Nations Unies déplorent une intensification des combats dans certaines parties du pays. 5 jours après le massacre de Karma, les survivants font entendre leur voix. Dans une déclaration commune, les rescapés de cette attaque perpétrée au nord du Burkina Faso ont annoncé un bilan beaucoup plus lourd que celui donné le 23 avril. Il passe de 60 à plus de 100 morts. Les survivants réclament justice. Et la capitale congolaise, Kinshasa, se prépare à accueillir les 9e Jeux de la francophonie dès le mois de juillet prochain. Reporté de 2 ans, cet événement international est porteur d'espoir. Il se présente comme un projet de développement et de renforcement de cohésion nationale en République démocratique du Congo. La situation au Soudan était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi 25 avril. Durant cette session, les participants ont tenu à faire le point sur le cessez-le-feu de 72 heures décrété le 24 avril entre l'armée régulière et les paramilitaires sous l'égide des États-Unis. Une trêve précaire et partiellement respectée, comme nous l'explique Kamesh Katapoulé. Le Soudan s'est une nouvelle fois réveillé au son des coups de feu. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 24 avril à minuit, sur place, les violences se poursuivent. Cette trêve, négociée par les États-Unis entre les deux parties en conflit, a fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi. Parmi les temps forts de cette session, la prise de parole du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Volker Perthes, qui a même déploré une intensification des combats dans certaines parties du pays. Les deux dirigeants n'ont pas été en mesure de s'engager pleinement dans un cessez-le-feu complet. Les deux généraux continuent de s'accuser mutuellement et d'émettre des revendications de contrôle sur des installations clés. Il n'y a pas encore de signe concret que l'un ou l'autre soit prêt à négocier sérieusement, ce qui suggère que les deux belligérants pensent qu'il est toujours possible d'obtenir une victoire militaire sur l'autre. Depuis le 15 avril dernier, Khartoum est le théâtre d'affrontements entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo. Ces violences, qui ont fait plus de 400 morts, ont aussi gagné la région du Darfour, située à l'ouest du pays. Et face à cette crise qui prend de l'ampleur, les Nations Unies et l'Union africaine redoutent une expansion du conflit au-delà des frontières, une préoccupation énoncée par l'observatrice permanente de l'UA auprès de l'ONU. Il y a un réel risque d'embrasement régional et même d'internationalisation de ce conflit. Tous les ingrédients sont là. Nous avons été témoins d'une situation identique survenue il y a 11 ans en Libye, qui se trouve à la frontière nord du Soudan. Et toute la région en subit encore les conséquences. Autre conséquence de ce conflit, la fuite massive des Soudanais vers les pays voisins. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que jusqu'à 270 000 personnes pourraient venir trouver refuge au Tchad et au Soudan du Sud. Outre le HCR, l'Organisation mondiale de la santé a aussi exprimé son inquiétude face à l'occupation par les belligérants d'un laboratoire national de santé qui abrite des agents pathogènes, notamment de la rougeole. L'OMS évoque des risques biologiques élevés. Et alors que le chaos règne, certains anciens hauts responsables accusés de crimes contre l'humanité se sont évadés de la prison de Kober, située au nord de la capitale. Parmi eux, Ahmed Haroun, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, émis en 2007. Notons que la situation sanitaire est préoccupante au Soudan. Le syndicat des médecins soudanais a déclaré le 26 avril que 72% des hôpitaux situés dans les zones frontalières des affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide sont désormais hors service. Que s'est-il passé le 20 avril dernier dans le village de Karma, au nord du Burkina Faso? Le flou persiste quant à l'identité des auteurs habillés en tenue militaire, selon les témoins. Néanmoins, un collectif de rescapés a fait part de sa version des faits le 25 avril, une version qui révèle
un nombre de morts 2 fois plus élevé que celui annoncé le 23 avril par le procureur du tribunal de grande instance. Le point dans ce sujet de la rédaction. Le bilan de la tuerie de Karma s'alourdit. Cette attaque meurtrière survenue le 20 avril dans la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso, aurait fait en réalité 2 fois plus de morts. Le 25 avril, un collectif des survivants de Karma a publié un communiqué révélant que le bilan du massacre attribué à des individus arborant des tenues des forces armées nationales est passé de 60 à plus de 100 morts. À ces jours, nous ne sommes pas en mesure de dresser un bilan, mais on dénombre plus d'une centaine de morts et plusieurs blessés par balles, dont des femmes et des enfants. Le 23 avril, soit 3 jours après l'attaque, le procureur du tribunal de grande instance de Waïgouya, Lamine Kaboré, a annoncé que 60 personnes avaient été tuées et qu'une enquête sur l'attaque était en cours. Enquête également réclamée par les Nations Unies pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. Nous appelons à une enquête complète et indépendante sur le dernier horrible meurtre de civils au Burkina Faso et que les responsables soient tenus de rendre des comptes. Nous appelons toutes les parties au conflit au Burkina Faso à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, notamment en s'abstenant de prendre pour cible des civils et des biens de caractère civil. Prendre délibérément pour cible des civils ou des personnes ne participant pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre. Le gouvernement burkinabé n'a pas encore communiqué sur les faits. Les parents des victimes espèrent désormais pouvoir procéder à l'enterrement de leurs proches, avec l'accompagnement des autorités administratives et judiciaires sollicitées. Pour l'instant, aucune mesure n'a été mise en place. Également dans l'actualité, des pourparlers de paix entre le gouvernement fédéral éthiopien et l'armée de libération Oromo se tiennent actuellement dans l'archipel de Zanzibar en Tanzanie. Selon le porte-parole du groupe rebelle de la région d'Oromia, les discussions ont débuté le 25 avril et s'achèveront ce jeudi 27 avril. Il s'agit de discussions préliminaires devant ouvrir la voie à des négociations globales menées sous la médiation de la Norvège et du Kenya. Le but, instaurer un climat de confiance et clarifier les positions. Rappelons que l'armée de libération Oromo figure sur la liste des groupes terroristes du Parlement éthiopien et a été accusée d'atrocités à grande échelle, des allégations qu'elle nie, tout en affirmant lutter pour une plus grande autonomie du peuple Oromo. Le président Alassane Ouattara présente son bilan dans un discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État ivoirien, réélu pour un 3e mandat controversé en novembre 2020, était devant le Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril. Cet exercice solennel était le 3e du genre dans l'histoire du pays, une marque selon lui du renforcement des institutions et de la consolidation de la démocratie ivoirienne. Pendant près de 30 minutes, le président a fait le point sur les actions menées par son gouvernement. Il a notamment présenté un plan Marshall pour la jeunesse ivoirienne pour les 2 ans à venir. Je vous propose de l'écouter. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA. Et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. Dans le reste de l'actualité, l'alliance des BRICS pourrait être renforcée par plus de pays africains. BRICS est l'acronyme pour désigner le groupe de 5 pays considérés comme les grandes puissances émergentes actuelles, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Plusieurs pays africains devraient donc rejoindre cette alliance née en 2011. Parmi les États cités, il y a notamment l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, déjà membres du BRICS-MNA.
mais aussi le Soudan et le Zimbabwe. Tous ces dossiers seront étudiés lors du 15e sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août prochain à Durban. Notons qu'actuellement, les BRICS représentent une économie cumulée de près de 31,5% du PIB mondial et une démographie de 3,2 milliards d'habitants, une alliance économique de poids sur la scène internationale. De Ouidah à Porto Novo, plusieurs projets touristiques et patrimoniaux sont en construction au Bénin. Des projets qui font partie du plan de développement de l'offre touristique présenté par le gouvernement béninois, dont la majeure partie doit être livrée avant fin 2025. C'est dans ce contexte que les autorités ont décidé de former près de 600 professionnels du tourisme en vue d'offrir des prestations de qualité. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Pour faire du secteur touristique un véritable levier de développement économique du Bénin, le gouvernement a offert une formation aux professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Près de 600 acteurs du THR ont vu leur capacité renforcée grâce au programme de renforcement des compétences en THR. Cette capitalisation des savoir-faire des acteurs du THR s'est effectuée à travers différents modules de formation continue portant entre autres sur la promotion du patrimoine, la culture et l'histoire du pays. Les récipiendaires du programme vont travailler à satisfaire les flux touristiques que vont drainer les nouvelles infrastructures en construction dans le pays. Intitulé module patrimoine, histoire et culture du Bénin, un module qui a fait un ramassé de tout ce qui relève quand même du fondement touristique d'un pays. Et je suis fier d'être formateur dans ce domaine-là, parce que ça relève aussi des spécificités de ma thèse de doctorat, de mon diplôme académique que j'ai reçu. Avoir suivi une formation organisée par le gouvernement, c'est important. Avoir suivi une formation organisée par un cabinet français, c'est encore plus intéressant. Je compte bien le valoriser, mais valoriser est une chose. Tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le transférer, moi également, aux plus jeunes. La création d'une académie des métiers du tourisme, de l'hôtellerie-restauration est annoncée par le gouvernement pour continuer la formation, renforcer et harmoniser les curricula dans le secteur. Cependant, certains promoteurs d'hôtels plaident pour l'accès au marché et la facilitation des financements afin d'offrir des prestations de qualité. Une fois que nous sommes formés et que nos collaborateurs sont formés, on a besoin de mettre à niveau nos hôtels. On a besoin de mettre à niveau nos restaurants. Et ça va dans beaucoup d'investissements, d'une chambre froide, d'une cave à vin, des fours, des cuisinières ou autres, etc. Et qui nécessitent beaucoup d'argent pour lesquels nous avons besoin d'une caution, d'une garantie pour susciter auprès des banques un accompagnement. À noter que ce renforcement des capacités des acteurs en THR intervient après la formation de 54 guides de tourisme provenant des 5 pôles touristiques identifiés par le gouvernement. Selon les autorités, le tourisme et la culture constituent le deuxième levier d'investissement public de création d'emplois et de richesses après l'agriculture. Le tourisme contribue à 3% du produit intérieur brut du pays. Kinshasa s'apprête à accueillir les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août prochain. Une édition placée sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Plus qu'une ambition, cet événement qui a connu un report de 2 ans est présenté comme un projet de développement et de renforcement de cohésion nationale en République démocratique du Congo. Les explications de José Douglas. Les 9e Jeux de la francophonie approchent à grands pas et la République démocratique du Congo met les petits plats dans les grands. D'importantes infrastructures sont mises en place pour accueillir les 4000 jeunes sportifs et artistes de 88 États et gouvernements de la francophonie invités. Une occasion pour la jeunesse de se rencontrer et d'échanger dans un esprit de fête. La ville de Kinshasa, la plus grande mégapole francophone du monde avec ses 24 communes et ses 17 millions d'habitants se prépare. On les a toujours réussis, il n'y a pas de raison de ne pas les réussir en RDC. Avec tous les moyens qui sont mis, avec l'engagement du président de la République, avec l'engagement du gouvernement et la mobilisation du haut comité de pilotage, il n'y a pas de raison, on va les réussir.
Plusieurs sites vont accueillir l'événement comme le stade Tata Raphaël, celui des Martyrs, de la Pentecôte et d'autres sites prestigieux de la capitale comme l'Académie des Beaux-Arts, l'Université de Kinshasa, le Palais du Peuple. Plusieurs ambassadeurs ont été nommés pour cet événement. La pongiste Sarah Anfou, Lilian Thuram ou encore l'ex-basketteuse internationale Diandra Chachwang. Pour moi, c'est important de parler valeurs déjà, qui sont communiquées au travers de cet événement depuis tant d'années, des valeurs de cohésion sociale, de dépassement de soi, de partage, on en parlait. Pour moi, c'est vraiment important qu'à travers ce genre d'initiative, la jeunesse puisse vraiment partager, s'ouvrir au monde. Des concours culturels, mais surtout des compétitions sportives seront proposées comme l'athlétisme, le basket, le foot, l'athlétisme handisport, judo, les luttes africaines, le tennis et le cyclisme, ainsi que le zango, et les infrastructures seront ensuite léguées à la jeunesse congolaise. Les infrastructures sont en construction. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les travaux sont à 90%. Nous sommes en train de construire des infrastructures gigantesques qui vont rester pour la jeunesse congolaise, qui vont rester également, qui vont permettre à ce que nous puissions organiser d'autres événements au niveau africain. Les Jeux de la francophonie ont lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.